Force est de reconnaître que par tant d'actes et de paroles, le régime algérien n'a cessé de montrer dès le début du conflit en novembre 1975 qu'il est bien intéressé par le Sahara marocain, dit occidental. Les exemples démonstratifs et les preuves ne manquent pas, au contraire. Ils évoluent en crescendo, même si entre eux, parfois s'affiche une courte période d'apaisement trompeur, tel le calme qui précède la tempête. Mais c'est du présent et de l'actualité brûlante que je voudrais rappeler cette amère réalité après les derniers événements de Guelguerat depuis la date historique du 13 novembre 2020 où les forces armées royales mirent fin au blocage de la route de Guelguerat. Tant d'actes et de paroles, en d'autres termes, traduisant plutôt une implication claire et nette de l'Algérie dans la question du Sahara comme partie concernée de fait et par le factuel, plus qu'une partie intéressée d'observateurs voisins. Mais devant ce phénomène rarissime, pour ne pas dire insolite, dans l'histoire des conflits d'ordre géostratégique du XXe siècle, l'Algérie semble dépasser les limites de la décence politique, pour ainsi dire, abusant de l'esprit profondément pacifique du Maroc et de son proverbial talent diplomatique à affronter les conflits. Elle n'a jamais mis fin à ses provocations et ses offenses contre le royaume en utilisant le Polisario. Depuis sa participation militaire directe et flagrante dans la bataille d'Amgala jusqu'aux récents événements de Guelguerat du 13 novembre 2020, les formes d'implication se suivent dans leur diversité sans jamais se contredire dans leur régulière fréquence, même par intermittence. Il y a d'abord les pressions algériennes, surtout lorsque l'Algérie était à son âge d'or pétrolier dans les années 70, où un Boumedienne fier comme Artaban sous son selham noir en hiver et le cigare mordu entre les dents, comme s'il en rivalisait son aîné Fidel Castro, faisait-il faire réfléchir les puissants pays occidentaux en leur donnant diplomatiquement du fil à retordre, même pour une période fugace, car aussi, et peut-être même surtout, qu'il y avait en face un Maroc sous Hassan II, dont il fallait quand même bien tenir compte en évitant de les fâcher tous les deux. Hassan II et le peuple marocain, celui de la Marche verte. Commençons par un double témoignage éloquent exprimé dans un court dialogue entre Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État dans l'équipe du président Richard Nixon. Voici les phrases de leur dialogue. Kissinger. À propos du Sahara espagnol, la pression algérienne a fait renoncer les Espagnols. L'Algérie veut un port et il y a de riches gisements de phosphate. Les Algériens nous ont menacés avec leur position au Moyen-Orient. Nous avons envoyé des messages aux Marocains hier. Je pense que nous devrions nous désengager. C'est encore un de ces problèmes du genre Grèce-Turquie où nous allons être perdants. Nous pourrions dire à Hassan II que nous nous opposons à lui. Cela pourrait l'arrêter, mais c'est nous qui serions le bouc émissaire. Ou alors, nous pourrions pousser Waldheim en avant. Président Nixon, je pense que l'ONU devrait s'occuper davantage de ces problèmes. Nous ne devrions pas devoir tout faire et encaisser les coups. Fin de citation. Je passe aux accusations et aux témoignages marocains maintenant. D'abord, il y a les affirmations royales étayées. Quant aux déclarations royales confirmatives de l'implication de l'Algérie pour des visées géostratégiques sur le Sahara marocain, elles sont nombreuses. Limitons-nous-en à deux, parmi les plus éloquentes. La première est contenue dans un message de réponse daté du 28 février 1976, adressé au président libyen Kadhafi par le souverain. En voici un extrait. Vous prétendez que la situation est explosive au Sahara. Nous partageons cet avis, mais le danger résulte de l'intervention de l'Algérie,
qui n'a cessé d'affirmer n'avoir aucune convoitise sur le Sahara et qu'elle soutenait tout accord entre le Maroc et la Mauritanie, et ce, en présence des chefs des États arabes et de votre représentant réunis au sommet arabe de Rabat en 1974. Depuis, l'Algérie n'a cessé de mobiliser toutes ses potentialités pour empêcher le Maroc et la Mauritanie de parachever leur unité territoriale, sans se préoccuper de savoir si le sang arabe et musulman ne va pas couler. Nous espérons que vous travaillerez à faire revenir l'Algérie et les pions qu'elle manipule à la raison. Vous aurez ainsi contribué grandement à bâtir l'unité arabo-islamique à laquelle vous êtes si attachés. Fin de citation. Je passe maintenant au deuxième échantillon de discours que je vous ai sélectionné, délivré par le successeur de Hassan II, le roi Mohammed VI, pour retracer le panorama des opérations et des déclarations associées, traduisant l'implication réelle et consciente du pouvoir algérien boumedieniste dans la question du Sahara depuis un demi-siècle, en partant de la première conférence tripartite maghrébine tenue à Nouadhibou en 1970 entre Hassan II Boumedienne et Mokhtar Ould Daddah, consacré aux questions d'intérêt commun, commençant par l'affaire du Sahara des Espagnols, soit les deux régions marocaines actuelles, Saqi el-Hamra et Oued Dahab. On ne parlait pas encore de Sahara occidental, le mot n'effleurait même pas l'esprit des trois chefs d'État, à plus forte raison d'être prononcé. Dès son accession au trône en juillet 1999, le roi Mohammed VI s'est mis à l'œuvre pour faire sortir le dossier du Sahara marocain de l'impasse dans laquelle l'idée d'un référendum d'autodétermination l'avait figé. Une méthode à laquelle s'attachait toujours l'Algérie mordicus, malgré son inapplicabilité avérée après presque une décennie écoulée avant la disparition d'Hassan II. Les divergences sur les critères d'identification des originaires du Sahara qui auraient le droit de participer au référendum constituaient l'obstacle majeur à cette opération. C'est celle-ci, et celle-ci seulement, qui devrait être mise en application pour le pouvoir algérien, car elle seule pourrait garantir la réalisation de son ambition, à savoir la création d'un État au Sahara marocain, non seulement en divisant le royaume en deux États, mais en l'asphyxiant géopolitiquement aussi par l'éloignement géographique de la Mauritanie. Voici la déclaration du jeune souverain délivrée non pas au Maroc, mais dans le pays de l'oncle Sam, première puissance économico-militaire mondiale. Il avait d'ailleurs prévenu le journaliste américain qu'il allait lui répondre franchement, même s'il risquait de provoquer la colère de certaines personnes, avait-il souligné. Je cite, « Il y a un problème entre le Maroc et l'Algérie. Il n'y a pas de problème entre le Maroc et la RASD, République arabe sahraoui démocratique, qui est une création de l'Algérie. » Fin de citation. On ne peut plus clair. En d'autres termes, il s'agit bien d'une hostilité géostratégique algérienne envers le royaume, si l'on prend en considération l'acte de décolonisation hispano-maroco-mauritanien de novembre 1975, lorsque par un événement survenu, le Seigneur en soutient une affirmation, une réclamation ou une contestation concernant une réalité dont le véritable auteur reniait d'en être l'auteur ou le méconnaissait carrément, lorsque cela se produit, l'on s'en réjouit certainement, mais notre bonheur est forcément plus grand, notre crédibilité désormais inattaquable, quand notre affirmation, notre réclamation ou notre contestation au sujet de la réalité concernée est confirmée par un événement qui se déroule postérieurement au grand jour, en démentant l'auteur qu'il avait toujours nié auparavant. Et c'est justement le cas du crash d'un avion militaire algérien survenu le 11 avril 2018, soit 3 jours seulement après la lettre datée du 7 avril 2018, adressée par le roi Mohammed VI au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur un ton ferme, direct et sans ambiguïté quant à la responsabilité de l'Algérie dans le conflit créé autour du Sahara marocain. Voici textuellement les propos du souverain. L'Algérie a une responsabilité flagrante. L'Algérie finance, l'Algérie abrite, l'Algérie arme, l'Algérie soutient diplomatiquement le Polisario. Fin de citation. En effet, le scandale mêlé au drame résidait dans le fait que des mercenaires du Polisario se trouvaient parmi les militaires algériens victimes du crash.
Interrogé à ce sujet par un journaliste, le célèbre intellectuel algérien nommé Mohamed Larbi Zeitout, chercheur et ancien diplomate, opposant du surcroît et très actif sur les réseaux sociaux, livrera son opinion. Question. Parmi les victimes du crash, on dénombre des membres du Polisario. Est-ce normal que ces derniers puissent accompagner des soldats et des officiers de l'armée algérienne à bord d'un avion militaire algérien? Réponse. Normalement non. Et logiquement, non, car l'Algérie prétend qu'elle n'est pas impliquée dans le conflit qui oppose le Polisario et le régime marocain. Mais malheureusement, la catastrophe aérienne qui est survenue démontre le contraire. Elle confirme que l'implication est claire, en démentant ceux qui, à Alger, prétendent ne pas soutenir le front Polisario. Fin de citation. La déclaration des Zeitout se passe de tout commentaire. Par conséquent, pour clore cette première partie du présent documentaire, je me dois de souligner que les actes et les paroles d'implication directe de l'Algérie dans le conflit du Sahara, qu'elle tient d'ailleurs absurdement à nier en les masquant vainement, concourent tous, in fine, à l'impression qu'elle offre depuis longtemps et encore récemment à Guerguerat que l'Algérie s'est toujours considérée concernée par le Sahara marocain, qu'elle a baptisé d'ailleurs Sahara occidental depuis novembre 1975, en parvenant à imposer cette dénomination à la CIJ avant les Nations Unies. Un fait qui n'aurait pu se réaliser sans le soutien, voire l'implication de plusieurs États occidentaux à l'époque, l'Union soviétique en tête de liste. Si bien qu'on pourrait se demander finalement si, dans son fort intérieur, l'Algérie ne prenait-elle pas aussi le Sahara occidental pour un territoire algérien. D'aucuns se demanderaient, et le Polisario alors? La meilleure réponse serait de l'imaginer à partir du 13 novembre avec ses coupeurs de route à Guerguerat. L'image qu'on en retiendrait désormais expliquerait son passé et son présent, sa véritable nature et sa mesure auprès du pouvoir militaire algérien. Au prochain épisode, si Dieu l'admet, je l'espère.